En référence à la circulaire du 29 mai 1997, parue dans le bulletin officiel numéro 22, la mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel, ainsi que les compétences attendues en fin de formation initiale, prévoit 3 niveaux de responsabilité. D'abord, exercer sa responsabilité dans la classe. Ensuite, exercer sa responsabilité dans l'établissement. Et enfin, exercer sa responsabilité au sein du système éducatif. S'agissant de l'exercice de sa responsabilité dans la classe, l'enseignant doit connaître sa discipline. Ça veut dire maîtriser sa discipline, les notions fondamentales, les démarches spécifiques. Il faut qu'il utilise une expression rigoureuse, qu'il exploite la dimension culturelle de sa discipline. Il faut qu'il sache aussi établir les liens nécessaires avec les autres disciplines, utiliser aussi les spécificités de sa discipline pour renforcer la maîtrise de la langue orale et écrite. Savoir aussi enrichir la maîtrise de sa discipline par une formation continue. Par ailleurs, concevoir et construire des situations d'enseignement et d'apprentissage, ça veut dire connaître les programmes, les instructions en vigueur, ça veut dire qu'il faut fixer les objectifs à atteindre et les étapes nécessaires. Il faut savoir aussi concevoir les séquences dans le cadre d'une démarche annuelle, d'une programmation. Il faut choisir des supports d'enseignement qui soient adaptés aux objectifs et forcément aux élèves. Savoir s'organiser, c'est certain, pour gérer les travaux personnels de l'élève. En même temps, favoriser la construction de l'autonomie de l'élève. Il faut aussi prévoir une évaluation qui soit adaptée. Utiliser des évaluations diagnostiques, formatives et sommatives. Un enseignant doit aussi savoir réguler son action, c'est-à-dire réajuster en permanence. Aussi bien les contenus que le temps qu'il a prévu pour chacune des activités. Enfin, conduire la classe, qu'est-ce que cela veut dire? Conduire la classe, c'est faire preuve de présence et de conviction, c'est rendre explicite pour les élèves les objectifs, les modalités de travail, les modalités d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va partager les critères d'évaluation avec eux. Conduire la classe, c'est favoriser, c'est écouter et intégrer les initiatives des élèves. Gérer la prise de parole et faciliter la maîtrise de l'oral. Et bien entendu, l'enseignant doit développer des capacités d'écoute. Il doit savoir repérer et gérer les situations de tension. Et ce point-là va nous intéresser plus particulièrement. Alors, pour être en mesure d'assumer la mission qui lui est confiée, instruire, contribuer à l'éducation et à l'insertion sociale et professionnelle des élèves qui lui sont confiés, le professeur doit avoir bénéficié d'une formation et acquis des compétences relatives à chacun des 3 aspects de sa mission. Cependant, la pleine acquisition de compétences aussi complexes et diversifiées exige du temps et doit s'inscrire dans une durée sur l'ensemble d'une carrière qui permettra l'affirmation progressive d'un style personnel dans l'exercice du métier. À cette fin, il est nécessaire que le professeur possède, en fin de formation initiale, l'aptitude à analyser sa pratique professionnelle et le contexte dans lequel il exerce. Alors évidemment, quand on parle d'autorité, par exemple, lorsqu'il vaut mieux faire preuve d'autorité en la matière que autorité tout court. Finalement, l'autorité telle qu'on peut la décliner en classe, un prof qui fait autorité en la matière, c'est quelqu'un qui maîtrise ses programmes, qui maîtrise ses contenus, qui sait rythmer les activités, qui maîtrise en même temps son espace, qui sait se déplacer dans le volume classe, l'occuper ce volume classe. C'est quelqu'un qui sait entretenir une relation pédagogique avec l'élève sereine, constructive, toujours bienveillante. Mais une fois qu'on a dit ça,
il est toujours nécessaire de rappeler des éléments fondamentaux. Par exemple, asseoir une autorité équilibrée et acceptable, c'est d'abord faire référence à la loi. La loi, elle ne se discute pas. La loi, c'est par exemple au sein de l'établissement le règlement intérieur. On va dire que le règlement intérieur est le prolongement de la loi de l'extérieur. Et plus spécifiquement, il y a les règles de vie de classe. Parfois, il est nécessaire, lorsqu'on estime que l'ambiance de classe fait qu'il n'est pas très facile de travailler, que le climat n'est pas très serein, donc on va établir des règles de vie de classe. Chaque enseignant peut, dans l'exercice de sa profession, à l'intérieur de sa classe, établir des règles en usage, mais les partager avec les élèves. Et pour décider d'un contrat de vie de classe, lorsque les règles sont partagées et par les élèves et par le professeur et que nous sommes d'accord là-dessus, ça n'est plus discutable. Et ça, c'est intéressant puisque ça va nous amener au respect mutuel, c'est-à-dire que les élèves sont contents de participer à la construction, à l'élaboration des règles, parce que à l'intérieur de la classe, ils peuvent le faire, et il est toujours intéressant de revoir ces règles lorsque tout va bien, de les assouplir. Et ce respect mutuel est intéressant parce que il va permettre à l'enseignant de faire autorité le plus simplement du monde. Le respect mutuel, si vous respectez les élèves pour ce qu'ils sont, vous les prenez là où ils en sont pour travailler, ils vous reconnaîtront davantage en tant qu'autorité. Et le respect mutuel fait que les règles de vie de classe sont des règles qui profitent à tous et qui s'appliquent à tous. Si les règles sont transgressées, eh bien effectivement, il faudra, à l'intérieur de la classe, j'entends, une sanction. Une sanction doit être juste. Il faut qu'elle soit éducative. Il faut qu'elle soit réparatrice. Lorsque une sanction est nécessaire, les excuses ne dispensent pas de la sanction. Puisqu'il faut aider l'élève à grandir, mais c'est toujours intéressant dans le développement de l'individu. Lorsque la sanction est juste, il faut qu'elle soit expliquée, il faut vraiment qu'elle soit réparatrice, et là, il y a des méthodes pour cela. Alors, avant de réfléchir sur la gestion de conflit, il est toujours nécessaire de repréciser comment asseoir son autorité et se poser les bonnes questions. Faut-il développer une relation décontractée, amicale avec les élèves? Faut-il au contraire se tenir à distance d'eux, même si l'âge nous rapproche? Comment établir ou rétablir l'ordre dans une classe? Quels moyens permettent de se faire respecter rapidement d'une classe? Comment réagir en cas de conflit ou de situation tendue? Et comment découvrir ce qui provoque l'agressivité d'un élève ou d'un groupe? Et quels sont les niveaux d'interprétation d'une situation de crise? D'emblée, il faut savoir se poser en adulte. Ça peut paraître banal, mais il faut souligner que le fait que l'autorité de l'enseignant ne peut se construire que sur la reconnaissance de la non-parité de la relation qu'il entretient avec ses élèves. Croire que le copinage permettra d'établir une bonne ambiance, c'est une totale utopie. C'est développer la relation sur une confusion initiale, dont chacun aura beaucoup de mal, par la suite, à se départir. La reconnaissance des statuts et des rôles sociaux et éducatifs est indispensable à la relation d'autorité. Éduquer, c'est conduire. De fait, la relation éducative est dissymétrique. Chercher à le masquer ne peut amener que des difficultés. Alors il y a aussi un grand débat avec certains enseignants qui est de savoir s'ils peuvent se faire tutoyer en classe ou appeler par leur prénom. La réponse n'est pas automatique, mais elle dépend beaucoup de l'âge des élèves et du contexte de l'enseignement. Le principe, malgré tout, c'est de savoir si cette pratique relève ou non du copinage confusionnel, et seul l'enseignant qui l'envisage peut répondre à cette question. Une règle simple est
est d'appliquer à l'école les pratiques sociales de l'environnement. Généralement, les adultes tutoient les enfants et les enfants vouvoient les adultes. Cela paraît quand même être une bonne base qui ne choque personne et qui a l'avantage de poser d'emblée la dissymétrie de la relation éducative. Alors c'est vrai qu'il faut connaître très vite, par exemple, les élèves. C'est essentiel pour asseoir son autorité. Il n'y a rien de pire que d'appeler un élève par la couleur de son pull ou le nom de son voisin. Un élève qui est appelé par son nom se sent reconnu comme une personne. Et il cherchera à entrer dans la relation d'interpellation. En même temps, se sachant identifié, il sait qu'il peut être sanctionné individuellement. Et donc il accepte la relation d'autorité. À ce niveau, il faut quand même mettre en garde les enseignants sur la pratique du pseudonyme. Parce que pas toujours bien apprécié. Appeler un élève Tintin ou Lucky Luke, c'est quand même porter atteinte à son identité. C'est d'une certaine manière, refuser de le nommer. Et donc là, ça engage la relation d'autorité sur un autre registre. Après, il peut être difficile de sortir d'une situation de crise. La relation d'autorité, elle ne peut se fonder que sur le respect mutuel, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque des deux personnes identifiées par leur nom. Évidemment, chaque enseignant a toujours l'image idyllique d'une classe docile, et dès qu'il y a une perturbation, c'est toujours assez mal vécu. Le premier réflexe, c'est toujours de nier le conflit, et par là même, nier celui qui le pose. Et là, c'est le début de la spirale. Pour pour des non-psychologues, l'idée de sortir d'une réponse en miroir est loin de s'imposer spontanément. Il y a beaucoup de conflits dans la classe qui prennent des proportions insupportables du fait que l'enseignant se piège en considérant qu'il est directement visé par l'agression. Ce vécu, ça le conduit à réagir agressivement en miroir, en se plaçant sur le même terrain que l'élève, et cette réaction ne visant plus à traiter une situation professionnelle, mais à défendre une identité menacée. Donc le fait de ne pas se sentir visé par l'agression, ça permet de conserver un sentiment de sécurité personnelle, qui sera ressenti comme une véritable force dans la relation d'autorité. Face à une agression, il est donc essentiel de signifier que l'on entend la souffrance qui la provoque, en précisant que l'on reçoit l'emballage agressif de cette souffrance comme fonctionnaire d'autorité, et non comme personne morale. On peut donc affirmer le non-sens d'une réaction destructrice en retour et sortir du scénario de l'honneur bafoué pour traiter professionnellement l'enjeu réel de la situation de crise. Alors s'agissant d'asseoir son autorité, je vous conseille l'excellent ouvrage de Richard Etienne aux éditions Armand Collin, Enseigner en collège et en lycée. Donc la définition, de l'autorité, comment asseoir son autorité en début d'année, ce dont nous venons de parler, vous le trouverez dans l'ouvrage de Richard Etienne. Par ailleurs, pour un enseignant, définir le conflit, ce n'est pas si évident que ça, parce que nous n'avons pas tous les mêmes représentations du conflit. Par exemple, sur ce tableau, lorsqu'on fait une sorte de mini-enquête auprès des enseignants pour savoir quelle est leur représentation du conflit, quelle est leur définition du conflit. Alors, vous voyez, on peut passer d'une guerre à un simple désaccord, une simple provocation, un appel au secours. On peut aussi parler simplement d'une différence de point de vue. Il y a des situations de tension. On peut même évoquer l'idée que le conflit, c'est déjà une ouverture au dialogue. C'est un bon début. Pour d'autres, c'est un manque de respect. Le fait qu'il y ait une confrontation veut dire aussi qu'il peut y avoir une perte d'autorité. Pour certains enseignants, c'est la volonté d'agresser l'autre. Le fait que des gens soient
constamment en contradiction, apporte la contradiction. Mais ce qui est positif pour d'autres, c'est que le conflit, c'est une possibilité d'aller plus loin. Cette image de l'enseignant illustrié dans un enfer scolaire est assez caractéristique. C'est très souvent l'angoisse des jeunes enseignants néo-titulaires qui attendent avec beaucoup d'impatience les résultats des vœux de mutation. Alors on a toujours dans l'idée que atterrir d'abord dans une ZEP, une zone d'éducation prioritaire, ça ne pourra apporter que beaucoup d'ennuis, beaucoup de stress. C'est assez intéressant puisqu'on souhaite tous effectivement un lycée de centre-ville avec des élèves dociles. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. On peut aussi compter sur des équipes, et là c'est la cohésion des équipes qui fera la différence. Cette image tirée des cahiers pédagogiques est intéressante. Lorsque le bruit s'installe dans la classe, lorsque l'impression de perdre le contrôle, de voir notre autorité bafouée, quelque part, pour l'enseignant, lorsqu'il n'a pas immédiatement identifié les premiers éléments de dysfonctionnement, les premiers fauteurs de troubles, très très vite, devant le bruit, face à une classe bavarde, il sera tenté d'infliger une punition collective. Le problème, c'est qu'une punition collective, c'est proscrit. Et comme l'indique la petite caricature, ça fait toujours des victimes innocentes. Dans la classe, vous avez toujours des élèves qui sont acquis, et une punition collective sera particulièrement ressentie comme injuste, et ça participera forcément de votre perte d'autorité. Alors pour une définition de la notion de conflit, ici comme étant un processus dynamique qui se déroule à partir d'une opposition de besoins, de désirs, d'intérêts ou de valeurs, entre deux ou plusieurs personnes, on indique bien qu'au départ, il y a une situation de problème, une situation conflictuelle, que cela peut engendrer un risque réel d'affrontement violent, mais on peut résoudre le problème initial par une confrontation, elle est nécessaire, et cette confrontation doit nous permettre de rechercher de façon coopérative des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Ce qu'on va appeler la méthode sans perdant ou gagnant-gagnant. Parmi les méthodes de résolution de conflits, la première intention de l'enseignant, souvent, est d'imposer sa solution. Il utilise son pouvoir, et ce qu'il montre, ce qu'il donne à voir, souvent c'est de la colère, là il fait preuve d'autoritarisme. Lorsque il impose sa solution, eh bien, du côté de l'élève, il provoque frustration et rancune. L'élève, lui, n'accepte pas la solution proposée, et c'est une situation qui peut déraper, soit il peut sortir brusquement de la classe, il se met à refuser de travailler, il conteste, il devient agressif, il peut devenir insolent, il peut aller jusqu'à la menace verbale. Ce qui est terrible, c'est lorsque le spectacle fait que ça peut provoquer l'hostilité de toute la classe. Et il y a une perte de confiance en l'adulte, puisqu'on ne lui fait plus confiance, on le juge injuste. L'enseignant peut rentrer à nouveau dans, comment dirais-je, peut surenchérir malheureusement, ou être dans ce qu'on appelle un surcadrage. Et là, on peut malheureusement aboutir à un dérapage verbal, ou alors à l'exclusion de l'élève, ce qui sera satisfaisant pour personne, mais comment réagir? En tout cas, l'idée de la punition collective est bien tentante, mais elle provoquera de toute façon l'hostilité de toute la classe. Une autre méthode consiste à laisser l'élève imposer sa solution. Ce qui provoque chez l'enseignant une frustration et une vraie culpabilité. Cette culpabilité imposée
va provoquer chez l'enseignant des réactions diverses. Il aura ce sentiment d'impuissance. Impuissant dans la classe, il sera tenté de faire intervenir un tiers, ce qui est la pire des solutions, puisque là, c'est la perte totale de son autorité. La perte de contrôle de la classe fait que il pourrait, lorsqu'il prend des décisions dramatiques ou arbitraires, tenter de vouloir sans cesse justifier ses prises de décision, même si elles sont justes. Et chez l'élève, eh bien, ça provoque un sentiment de toute puissance, bien entendu. Les élèves finissent par se déplacer dans la classe comme ils le souhaitent, marchandent les notes. Le bavardage est de plus en plus fort. Et c'est vrai que l'enseignant se trouve confronté là à des dérapages verbaux, et très très vite, son rôle et ses compétences sont remis en cause. Là, ça devient compliqué. Alors on retiendra que pour les deux premières méthodes, si les enseignants emploient souvent les deux méthodes tour à tour, les élèves qui ont besoin de cadres clairement posés ont du mal à se situer devant les exigences fluctuantes de l'enseignant. La troisième méthode, qu'on appelle aussi méthode sans perdant, alors là, les deux parties, enseignants et élèves, vont conjuguer leurs efforts et vont coopérer pour trouver une solution mutuellement acceptable, de telle sorte que personne ne soit perdant. On dit que cette solution libère l'énergie créatrice des individus pour qu'ils puissent trouver des solutions nouvelles. Alors la solution n'a pas forcément à être acceptée par des parties qui ne sont pas concernées. Par exemple, il peut y avoir un conflit avec un élève et le reste de la classe n'est pas forcément partie prenante dans le conflit. Mais ce qui est important, c'est de savoir que de la part de l'enseignant, ça nécessite une posture d'écoute active. Il va aider l'élève donc à poser son problème, et de son côté, il envoie à l'élève un message jeu, clairement posé, ni en deçà, ni au-delà de ce qu'il ressent. Donc il exprime son besoin de manière claire et franche. Le message jeu, c'est ce que je dois penser de ce que vous me dites, de ce que vous me donnez à voir. L'idée, c'est la question confrontante, c'est-à-dire qu'en utilisant le message jeu, l'enseignant propose à l'élève de se mettre un petit peu à sa place. Qu'est-ce que je dois penser de ce que vous me dites? Parce que le message tu, c'est le tu qui tue. Là, c'est mortel pour la relation pédagogique. On va dire le tu qui tue, tu es encore en retard, tu as encore fait des bêtises, tu m'as parlé, le tu qui tue. Bref. La méthode sans perdant se décline en 6 étapes. D'abord, on cherche à définir le problème. Quelle est la nature du conflit pour les deux parties? La deuxième étape étant d'énumérer ensemble les solutions possibles. Chacun fait des propositions. Puis d'évaluer les solutions. Une fois ces solutions évaluées, sont-elles viables, faisables? On va choisir en tout cas les solutions, là où les solutions les plus satisfaisantes. Et une fois que c'est fait, dans une cinquième étape, comment va-t-on pouvoir appliquer la solution? Donc on va établir les moyens d'appliquer la solution. Si besoin est, dans une étape ultérieure, la sixième étape, on va réévaluer la solution adoptée et les résultats que l'on obtient. C'est vrai aussi, reprenant les propos de Maurice Lamy, formateur à la DAFOP, dans la négociation entre parties, ce qui importe, c'est pas l'objet lui-même, ce sont les fondements du besoin de l'objet. C'est-à-dire qu'on va décaler le problème sur les motivations ou l'attitude en évacuant l'objet, la discorde. Il s'agit donc là de mettre à jour chez l'individu les critères qui fondent sa demande. Et dans une première étape, pour gérer cette négociation entre parties, donc il sera intéressant déjà de faire parler les parties en conflit, les faire s'écouter, les obliger à dire, et en contrepartie à écouter. Ensuite, dans un deuxième temps, séparer les parties en conflit. Alors, on va mettre chacun à sa place, c'est-à-dire indiquer la place de chacun symboliquement, mais aussi dans l'espace. Donc à la fois verbalement par les mots, toi, tu, d'où tu es, tu dis,
tu dis cela, et toi, d'où tu parles, tu dis ceci, mais aussi gestuellement par le non-verbal, ce qui veut dire que je sépare les parties, je les empêche de parler l'une avec l'autre. Ensuite, je reformule ce que chacune des personnes dit. Il faut reformuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que médiateur, on ne peut pas prendre parti, hein, parce qu'en tant qu'enseignant, on peut être à la fois jouer le rôle du médiateur et d'une des parties. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que il ne faut pas porter de jugement. Veiller à ne pas porter de jugement. Dans une étape suivante, on va faire nommer à chacune des parties son critère majeur, son critère prépondérant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser une phrase simple du style quand tu fais ça et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu privilégies pour toi-même? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ou encore, qu'est-ce qui t'importe quand tu veux faire cela? Quand tu dis ça, qu'est-ce qui est alors essentiel pour toi? En tout cas, il est indispensable d'obtenir ici une affirmation, c'est-à-dire une réponse affirmative. Pas un refus catégorique, non, il faut simplement une proposition, une affirmation. Et puis dans un quatrième temps, faire reconnaître à chacune des parties que le critère exprimé par l'autre partie est important pour cette autre partie justement. Donc là on a une question du style acceptes-tu, reconnais-tu pour l'autre le fait que, on reprend le critère énoncé par l'autre partie, que le fait, ce qui a été dit, c'est important pour elle ou pour lui, et donc là, et cela, même si je ne te le demande pas de reconnaître ce critère pour toi, mais est-ce que tu l'acceptes? Donc là, à ce niveau, il faut obtenir l'adhésion. Donc c'est intéressant parce que là, on va amener une communication entre les parties, et si possible, une sorte d'intégration entre les parties. C'est-à-dire que comment ensemble elles peuvent regarder l'objet du conflit, l'objet de la discorde, chacun à sa place, va regarder la réalité de l'autre. Alors ça peut prendre du temps, mais c'est nécessaire de prendre du temps parce que on prend en compte ici une sorte de la connaissance intellectuelle, le côté affectif, et puis il faut aller jusqu'au changement de point de vue si c'est possible. Voilà. Alors la communication non violente, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de communication, c'est une pratique du langage qui permet d'établir des échanges bienveillants et efficaces avec les autres. La communication non violente, que l'on pourrait encore appeler communication bienveillante, ça peut servir à la résolution de conflits entre deux personnes ou au sein de groupes. C'est une façon de communiquer qui permet de créer des relations fondées sur l'empathie, la compassion, le respect de soi et des autres. Et c'est une méthode qui nous vient de l'américain Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique, qui a mis ça au point dans les années 70. Alors, dans la communication non violente, on dit que l'on passe en mode girafe. C'est-à-dire que Marshall Rosenberg utilise la métaphore de la girafe et du chacal pour faire comprendre la communication non violente. La girafe, c'est la personne qui maîtrise la communication violente, et le chacal, on l'a deviné, c'est l'animal qui symbolise la violence ordinaire, qui est présente dans les situations de communication en permanence. Et l'apprentissage de la communication non violente, ça consiste donc à passer d'une communication chacal à une communication girafe. Alors, la girafe, c'est l'animal qui est l'animal symbole du langage du cœur. Rosenberg a choisi la girafe comme symbole de la communication non violente parce que c'est l'animal terrestre qui a le plus gros cœur, proportionnellement. Donc apprendre à parler avec le langage girafe, c'est un chemin de liberté, c'est un chemin de cohérence, de lucidité. Donc en langage girafe, nous devons garder à l'esprit que nous avons le choix dans tout ce que nous faisons. Nous ne faisons jamais quelque chose que nous n'avons pas choisi. Donc Rosenberg affirme que nous payons forcément un jour ou l'autre ce que nous faisons, qui ne vient pas du don naturel, qui ne vient pas du cœur, ce qui est fait par honte, devoir ou obligation, peur de la punition, pour obtenir une récompense ou de l'amour. Pour lui, le bonheur,
ça réside dans les deux points suivants. Sortir du jeu de qui a tort, qui a raison, et comprendre qu'on a toujours le choix dans toutes nos actions. Donc, dans le langage de la girafe, on nous apprend à observer, plutôt que de juger. On nous apprend à raisonner en termes d'émotions et de besoins insatisfaits, plutôt que d'accuser ou de juger l'autre. On nous apprend à formuler des demandes non impératives. Elles ne sont pas impératives, ces demandes, donc c'est mieux que d'exiger. On nous apprend à faire preuve d'empathie, reconnaître à l'autre ses émotions et ses besoins. Et donc, on nous apprend à chercher des solutions gagnant-gagnant, plutôt qu'imposer son point de vue de manière non négociable. Alors, résumons. La méthode 1, qui fait que l'enseignant impose sa solution, là, on est dans l'autoritarisme, qui provoquera chez l'élève frustration et rancune, donc l'élève là est perdant. Alors la méthode 2, là, on est dans le cadre de la permissivité, c'est-à-dire que c'est l'élève qui impose sa solution, dans ce cas-là, c'est l'enseignant qui est perdant. Cette culpabilité imposée ne donnera rien de bon. Et donc la troisième méthode, la méthode sans perdant, permet de trouver une solution mutuellement acceptable. Donc l'élève a exprimé son besoin, l'enseignant a envoyé un message jeu, et tous les deux ont conjugué leurs efforts. Donc là, on va utiliser effectivement le langage de la girafe. C'est intéressant puisque tout cela est libérateur d'énergie. La conjugaison des efforts de chacun devrait, donc dans le cadre d'une méthode sans perdant, on peut aussi la qualifier de la méthode gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. Quand on dit que tout le monde est gagnant, c'est vrai que ça provoque une confiance réciproque, l'ambiance de travail change immédiatement, on est dans une situation de dialogue. Qui dit dialogue dit échange, on va valoriser l'élève dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, on favorise l'estime de soi de chacun, de l'enseignant comme de l'élève, chacun reste à sa place. Et pour finir, un dernier mot sur les obstacles à la communication dans la classe. Quelle attitude adopter? Vous voyez ici, sur ce qui est indiqué, tout ce qui peut faire obstacle à la communication, ne jamais valoriser un élève, refuser toute discussion, éluder, ne jamais l'entendre, ne pas répondre. Le fait aussi de répondre avec agressivité ou en étant désobligeant, donc de l'importance du ton, de la parole, de la posture, de ce que l'enseignant donne à voir. Le tu qui tue, accusé. Tu es encore en retard, tu n'as encore pas fait ton travail. Et puis aussi l'attitude corporelle, hein, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, il faut qu'on fasse attention à cela. Notre posture fait que lorsqu'on utilise un langage qui ne serait pas approprié, mais lorsqu'on use d'un ton indifférent, hautain, les élèves perçoivent tout de suite ces choses-là. Et le fait de ne jamais se mettre à la place des élèves, donc on dit la généraliser abusivement, ça aussi, ça fait obstacle à la communication. Et toujours penser que ne pas saluer la classe en début de cours, ça provoque insidieusement un petit malaise dans la classe. Donc ce qui apparaît en bleu, finalement, c'est ce qu'il convient de garder. Ce sont peut-être des petites choses, mais qui font toute la différence. Donc toujours penser à valoriser les réussites et les progrès des élèves, toujours savoir se maîtriser, du danger de la colère et de ce qu'on nous donne à voir, il faut savoir reconnaître ses torts, s'excuser si nécessaire. Les yeux des élèves, c'est extrêmement important. Ils apprécient ces choses-là chez les enseignants. Les messages jeux, le sentiment exprime son émotion, son besoin, mais pas une émotion forte.
je me demande, je suis soucieux, je m'interroge, j'entends, voilà, le jeu, c'est le message de l'enseignant et qui peut être confrontant pour l'élève qui se met à la place de l'enseignant lorsqu'on s'interroge sur certaines situations. Toujours adopter une attitude ouverte, restons clairs. Et puis penser dans le cadre de l'exercice de la classe, il faut aménager des temps de parole. La parole de chacun est importante. Et puis, savoir toujours différer un conflit. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la classe à témoin, certains élèves adorent ça. Alors, quand si le conflit est possible et que ça va se déclarer en classe, hop, savoir différer. Et puis, donc toujours intéressant de saluer systématiquement au début de cours les élèves, de bien les regarder, chacun a une existence, et la posture de l'enseignant, le regard qu'il porte sur ses élèves, il est très important de pouvoir saluer chacun et de bien regarder les gens dans les yeux. Ils savent qu'ils existent à vos yeux.